Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du 7 Actu. Au sommaire, à quelques heures du coup d'envoi face à la Norvège, l'ambiance est à l'optimisme chez les supporters ivoiriens. Nous sommes allés à leur rencontre. En RDC, à l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance, Félix Tshisekedi appelle les Congolais au Rassemblement national face à l'insécurité à l'Est et à la résurgence d'Ebola. Et intempérie à Abidjan, à Yopougon, l'ancienne voie du Banco est à nouveau envahie par les eaux et la boue. Nous ouvrons ce journal par l'événement sportif le plus suivi de la planète, c'est tout de suite dans Écho du Mondial. Place désormais au match à élimination directe pour les éléphants. La Côte d'Ivoire affrontera la Norvège ce mardi à 17h GMT. Emers Faé affiche sa confiance et croit à la qualification. Je vous propose de l'écouter. Donc ça va être... Les Ivoiriens croient eux aussi en la qualification des éléphants. Steve Mandouadja est allé à leur rencontre. Mon pronostic pour le match Côte d'Ivoire-Norvège, je vois un 2-1 en faveur de la Côte d'Ivoire. En première mi-temps, 1-0. Deuxième mi-temps, 2-1 et un but d'Allen. Je vois la Côte d'Ivoire 1-0. Et il y a des joueurs exceptionnels en Côte d'Ivoire qui vont surprendre le monde. C'est vrai, on a vu Atengra, mais il y a d'autres qui vont encore ébranler même l'échiquier international. Parmi ces joueurs-là, vous allez voir une autre Côte d'Ivoire. Si on se fait spirit des vainqueurs, des gagneurs qui croient en eux, ils vont ébranler le monde. Et je crois en cela. C'est vrai, Faye au début, c'est vrai l'équipe. Comment ça s'est dessiné? Mais maintenant, on va, c'est le tubo. 2-1 pour la Côte d'Ivoire. J'ose croire que Kessié est en tout cas, répond toujours présent lors des grands matchs. Donc, je pense que Kessié va marquer. Et la deuxième personne, bon, je ne vois pas tellement. Mais peut-être que si Adengra rentre en jeu demain, soit il va se racheter en marquant un but ou faisant une passe décisive. Bon, avec une telle équipe, je pense que la Côte d'Ivoire pourra remporter avec une victoire de 3-1, inclus un but de Nicolas Pepe. L'équipe de Norvège, je pense qu'il y a seulement Alain de Solot à craindre. Et si nous avons des défenseurs pour maintenir ces deux personnes-là, il n'y a rien qui pourrait nous arrêter à nous prendre la victoire. Ce que je vois en tout cas, c'est un match de 2-1. 2 pour la Côte d'Ivoire et 1 pour la Norvège. La Côte d'Ivoire gagne 2-1. 2-1, un but de Pépé et un but d'Amad Diallo. Pour ce match, tu opposes la Côte d'Ivoire à la Norvège. Ça, c'est un match vraiment ouvert. Mais je parie 1-2-1 pour la Côte d'Ivoire. Un but d'Amad Diallo et puis un but de Nicolas Pépé. C'est ici que prend fin la rubrique Écho du Mondial. Place à présent à l'actualité internationale. À l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le président Félix Tshisekedi a lancé un appel au Rassemblement national. Dans un contexte marqué par l'insécurité à l'Est et la résurgence d'Ebola, le chef de l'État a exhorté les Congolais à faire bloc autour des valeurs de souveraineté, de solidarité et de responsabilité pour surmonter les crises actuelles. Je vous propose de l'écouter. Nous pouvons débattre, diverger et nous opposer dans le cadre républicain. Mais nous n'avons pas le droit d'affaiblir la nation au moment où elle fait face à des menaces existentielles. Face aux défis qui pèsent sur notre pays, l'unité nationale n'est pas une option, elle est une exigence historique, elle est un impératif absolu. J'appelle donc les acteurs politiques, de la majorité comme de l'opposition, les responsables sociaux, religieux, économiques, médiatiques et associatifs, ainsi que l'ensemble de la société civile, à faire preuve de hauteur, de retenue et de responsabilité. Le Congo que nous voulons léguer à nos enfants est un Congo en paix, moderne, prospère et respecté, un Congo où chaque enfant accède à une éducation de qualité, où chaque famille bénéficie de soins dignes,
où chaque jeune peut trouver sa place, exercer son talent et réaliser ses ambitions. Un Congo où les richesses nationales se transforment en emplois, en infrastructures, en services publics et en mieux-être pour le peuple. Nous restons sur le continent africain, mais nous prenons la direction de l'Afrique du Sud. L'ultimatum du 30 juin a pris fin, ravivant les tensions autour de la question migratoire. À Durban, des manifestations ont éclaté pour réclamer le départ des migrants en situation irrégulière. D'importants dispositifs policiers ont été déployés pour prévenir d'éventuels débordements. Le gouvernement, lui, appelle au calme et promet de faire respecter l'ordre public. Le commentaire de Carmel Yao. La tension monte en Afrique du Sud autour de la question migratoire. À Durban, plusieurs centaines de manifestants ont défilé dans les rues à l'appel du mouvement citoyen March on March. Certains portaient des bâtons et des boucliers traditionnels zoulous tout en scandant « Abambe », une expression qui signifie qu'ils s'en aillent en référence aux migrants en situation irrégulière. La marche s'est déroulée sous une importante surveillance des forces de sécurité déployées pour prévenir tout débordement. Cette mobilisation intervient à l'expiration d'un ultimatum symbolique fixé par certains groupes citoyens qui demandaient aux ressortissants étrangers en situation irrégulière de quitter le pays. Les organisateurs affirment vouloir dénoncer l'immigration clandestine qu'ils accusent d'accentuer le chômage, l'insécurité et la pression sur les services publics. De leur côté, des organisations de défense des droits humains mettent en garde contre les risques de xénophobie et appellent les autorités à garantir la protection de toutes les personnes vivant sur le territoire, quelle que soit leur nationalité. L'Afrique du Sud accueille depuis plusieurs années d'importantes communautés de migrants venus de différents pays africains. La question migratoire y demeure un sujet sensible, régulièrement marqué par des tensions et des violences ciblant des ressortissants étrangers. Et il faut le rappeler, depuis plusieurs semaines, plus de 25 000 étrangers ont quitté le pays sur fond de tensions xénophobes. En Amérique latine, pour terminer, dans la zone portuaire de La Guara, transformée en morgue improvisée après le double tremblement de terre qui a frappé le Venezuela, les familles vivent l'attente insoutenable de l'identification des victimes. Les corps s'accumulent, les équipes médico-légales travaillent à ciel ouvert, tandis que les proches démunis tentent de reconnaître leurs disparus dans un chaos marqué par la douleur et la saturation des services funéraires. Le bilan, déjà estimé à plus de 1700 morts, continue de s'alourdir. Et c'est ici que prend fin ce tour de l'actualité internationale. En Côte d'Ivoire, plusieurs glissements de terrain ont été enregistrés dans la nuit de dimanche à lundi. À Tekoubé et à Agban, Zeynab Gombri et Dendi Nikaï étaient sur place. Écoutons leurs précisions recueillies sur le plateau du 7 Info le soir de Mamgay. Nos équipes étaient toute la journée sur les sites sinistrés. Elles sont désormais avec nous sur ce plateau pour faire le point. Alors, tu reviens de Mossicro. Quelle était la situation sur place depuis ce matin? À Mossicro, nous avons visité 3 sites d'éboulement. Le premier site qui était au quartier Hôtel 2 Cités, un quartier situé entre Mossicro et Yopougon. C'était aux environs de 9h30. Alors, nous avons constaté qu'il y avait une maison qui était partiellement effondrée sur le côté. Les secours étaient déjà sur place pour porter assistance aux victimes et évacuer déjà le voisinage. Et c'est étant sur ce site-là que les pompiers ont été appelés sur un autre site à Mossicro, en plein centre de Mossicro, où il y avait 2 éboulements et les populations étaient déjà sur place pour aider les pompiers. Tout le monde était vraiment mobilisé et c'est sur ces 3 sites que les habitants et les pompiers ont travaillé au niveau de Mossicro et l'adjoint au maire de la commune d'Atekoubé était sur place et il a tenu à adresser un message aux populations qui vivent déjà, qui ont été impactées par l'éboulement et on l'écoute. La zone ici jusqu'à 103, qu'on appelle communément Mossicro, nous sommes à 14 corps retrouvés. 14 corps retrouvés. Probablement on aura 17, parce qu'il y a encore 3 corps ensevelis, et puis il y a eu 5 évacuations. Vous avez vu avec nous tout à l'heure, là où il y a 9 morts, on y va, il y a encore des gens dans les maisons. Donc on est obligé maintenant d'employer la manière forte. C'est l'incivisme, tout simplement.
Parce que entre venir déloger les gens qui partent et quelque temps après, ils reviennent. Là, vous avez été, je pense, témoin de beaucoup de choses ce matin, depuis que vous êtes là. Juste à côté, il y a des décès. On leur demande de partir, ils refusent de partir. Mais la gendarmerie a décidé de nous accompagner. Donc je pense que on va faire partie vraiment tout ce monde-là. D'ici ce soir, il faut que les gens partent. Autre quartier durement touché par ces intempéries, Agban. Bonsoir Déindi. Bonsoir Mam. Alors toi tu étais à Agban, que retenir de cette journée? Effectivement, on était du côté de Agban, mais il faut savoir qu'on a reçu l'information de l'éboulement au niveau de Agban lorsque nous étions à Mosikro. Et directement nous sommes arrivés sur les lieux. Et arrivés sur les lieux, nous avons retrouvé les autorités compétentes, les sapeurs-pompiers et la gendarmerie, qui étaient déjà tous mobilisés pour mener les actions qu'il faut. Et ils étaient aidés par la population parce qu'il n'y avait pas de voie d'accès pour permettre aux bulldozers de passer et d'avoir accès au lieu de l'éboulement. Donc ils étaient aidés par la population avec des pelles et des pioches. Ils creusaient dans les décombres dans l'espoir de trouver d'éventuels survivants. Et on a pu interviewer une autorité sur place, on peut l'écouter. Ce matin que nous avons appris d'avoir l'éboulement, notre ministre, notre patron même avait déjà décidé que ce quartier soit désert. Et il y a eu d'abord des mécanismes qui ont été mis en place même pour pouvoir enlever ces personnes-là. Mais malheureusement, c'est l'Africain. Ils sont même encore revenus. Le colonel, c'est même encore, sans que le ministre même le sache. Moi-même, le maire résident, pour moi, il n'y avait pas d'habitation ici. Donc c'est ce matin que j'ai été interpellé même par la population de la lycée, comme quoi il y avait un éboulement. Donc, j'ai voulu automatiquement venir sur le site et constater ce que j'avais à faire. Déindi, tu peux nous expliquer ce que l'autorité a exprimé? Alors, ce que l'autorité a dit, il a d'abord signifié que ce quartier a été un quartier qui devait en déguerpir depuis, que normalement, il ne devait pas avoir des personnes qui devaient vivre là-bas. Lui-même était sous le choc. Très bien, merci beaucoup Déindi. Alors Zénab, on peut avoir un point donc, de cette journée au niveau des victimes qui ont été répertoriées? Alors, lorsqu'on quittait les lieux des différents éboulements, sur le premier site, il y avait trois victimes sur place. Sur le deuxième site, il y a eu 10 victimes qui ont été extraites des décombres, dont 9 décès et un qui a été immédiatement transporté à l'hôpital. Et sur le troisième site, il y a eu 5 victimes, dont une femme enceinte qui ont été extraites des décombres. Au total, ça faisait 17 victimes lorsque nous avons quitté les lieux. Très bien, merci beaucoup Zénab, merci Déindi. Les intempéries perturbent également la circulation dans le district d'Abidjan. À Yopougon, l'ancienne voie du Banco est de nouveau envahie par les eaux et la boue, compliquant les déplacements des usagers. Le constat de Karidja Sidibé. Des véhicules embourbés, des automobilistes inquiets. Nous sommes sur l'ancienne voie du Banco dans la commune de Yopougon où les fortes pluies compliquent la circulation. Tout ce que moi je peux dire, si l'État peut nous arranger pour arranger ici là, vraiment ça nous plaît beaucoup. La route est pas bonne. Depuis c'est plus seulement bon, la route est barrée. À quelques mètres de là, Aboubakar Sidiki est déjà à l'œuvre. Bénévole pendant la saison des pluies, il vient en aide aux automobilistes en difficulté. Avant, c'est pas ça, mais depuis ils ont passé ici. Je pensais qu'ils vont mettre béton. Tu vois là, on va arranger un peu. Mais là, ils n'allaient pas mettre béton. Donc, chaque temps les pluies, là, quelques pluies seulement, Au-delà des désagréments causés par les intempéries, cette situation révèle comment certains habitants s'adaptent aux réalités du terrain. Une illustration de l'ingéniosité développée face aux difficultés du quotidien en attendant une amélioration durable de l'état de cette route du Banco. Toujours au sujet de ces fortes pluies, le gouvernement annonce des mesures d'urgence dont le déguerpissement des zones à risque et des solutions de recasement. Drissa Diané et Fanny Karidja pour plus de détails. Les images sont insoutenables, des maisons éventrées, des familles sous le choc et des équipes de secours toujours à pied d'œuvre. À Mosikro, dans la commune d'Atekoubé, les éboulements provoqués par les pluies diluviennes ont plongé plusieurs familles dans le deuil.
Face à l'ampleur du drame, le gouvernement a tenu une réunion d'urgence à la primature sous la présidence du Premier ministre. À l'issue de cette rencontre, les autorités ont exprimé leur compassion aux familles endeuillées tout en dressant un premier bilan humain. Nous sommes aujourd'hui, pour les 2 jours qu'on vient de vivre, autour d'une vingtaine de morts et les opérations continuent. C'est pourquoi il a été décidé qu'on prenne des mesures vigoureuses pour que plus jamais ce genre de situation ne se répète. Il faut que tout le monde comprenne que l'une des causes essentielles de ce qui arrive aux populations, c'est l'incivisme. Beaucoup de travaux d'assainissement ont été conduits et réalisés. Et malheureusement, les caniveaux, les ouvrages de drainage qui ont été donc mis en œuvre se retrouvent entravés par le comportement des personnes. Les gens jettent leurs ordures dans les caniveaux pour faire plus simple et du coup, les caniveaux n'assurent plus le rôle de drainage que cela pour lesquels ils ont été conçus. Et donc quand il pleut, l'eau ne peut plus circuler et ça provoque des inondations. Au-delà de l'urgence, l'heure est désormais à la prévention. Le gouvernement annonce une politique de fermeté pour éviter que de tels drames ne se reproduisent. Les occupants des zones identifiées à haut risque seront déguerpis. Une opération qui, selon les autorités, s'accompagnera d'un recasement dans des sites aménagés en concertation avec les maires des communes concernées. Le gouvernement appelle également les populations à respecter les consignes de sécurité et à quitter volontairement les sites menacés afin de préserver des vies humaines. De façon claire, il faut que chacun comprenne que toutes les instructions qui sont données pour préserver des vies seront mises en œuvre. Il a été donné comme instruction d'identifier des sites de recasement pour que toutes les personnes qui vont être impactées par les mesures de déguerpissement à venir puissent être prises en compte et relogées. En accompagnement, le ministère en charge de la solidarité déploiera les moyens qu'il faut pour assister toutes ces personnes-là qui sont impactées par les déguerpissements. En dehors de cela, des mesures particulières sont envisagées pour que tous ceux qui vont se mettre en travers des dispositions qui sont prises puissent être frappés, je dirais, par les rigueurs de la loi. Parce que l'heure est aujourd'hui aux actions pour mettre à l'abri les vies des personnes et surtout préserver les biens. Ce sont ces instructions-là que nous avons reçues. Pour le gouvernement, la protection des populations ne souffrira d'aucune complaisance. Entre opérations de secours, déguerpissement annoncés et recasement des sinistrés, les autorités entendent désormais faire prévaloir la prévention sur les conséquences afin que les pluies ne continuent plus de se transformer en tragédie. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci.